Alors bonjour, aujourd'hui on est en live pour cette deuxième interview en présence de Pauline Fauquedet qui est une des fondatrices du Bureau Nord avec Valentin Bollard. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de votre vitrine que vous avez réalisée à Namur qui s'appelle Vue sur. En tout cas aujourd'hui on va essayer de faire une vue sur Nord et plus particulièrement sur ta pratique en tant qu'architecte. Est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui par rapport à ce 8 mars, à ce contexte d'interview, quels sont tes sentiments, tes retours d'expérience aussi sur ces installations? Oui, il y a un peu de choses. Bon, c'est vrai que peut-être que je précise tout de suite qu'effectivement, quand il y a eu cette proposition d'être interviewée le 8 mars, et donc de faire le lien avec la Journée internationale des droits de la femme, bon, ça m'a posé question. Je n'étais pas si à l'aise que ça, en fait, d'être interviewée dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, pour moi, on déplaçait un peu la raison de ma présence. Donc, c'était plus tellement la proposition qu'on avait faite sur Vue Sûre, mais le fait que je sois une femme qui soit le prétexte à m'interviewer. Et moi, c'est des questions qui m'intéressent, hein, la question de la visibilisation des femmes, etc., dans la profession. Après, c'est pas forcément, je suis pas tellement certaine en fait des moyens qu'il faut utiliser pour le faire, parce que ça bouge en fait déjà, et qu'à mon sens, il y a des problèmes de visibilisation qui sont extradisciplinaires, en fait, qui sont pas vraiment propres à la discipline architecturale, mais voilà, par exemple, au projet entrepreneurial que représente d'avoir un bureau, etc., et donc qui rencontrent pas forcément cette dimension-là. Donc c'est la question de mettre en lumière, de mettre en vitrine, elle est intéressante, même dans le cas de la jeune architecture. Hein. L'ICA, effectivement, entend un peu faire ce travail de valorisation, de médiation de jeunes pratiques, en l'occurrence d'une pratique de femmes. Et donc, effectivement, derrière, la question, effectivement, de qu'est-ce qu'il est légitime, enfin, peut-être pas légitime, mais qu'est-ce qui est intéressant de diffuser, non pas seulement pour diffuser, mais pour un peu faire bouger les choses. Ou faire avancer les choses. Disons qu'à mon sens, ça ne peut pas être que de la communication et que de la médiation. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de direction un petit peu effectivement éditoriale dans le cadre d'une publication ou curatoriale dans le cadre d'une exposition, quoi. Et donc ça m'intéresse particulièrement de jamais oublier qu'il y a ces deux choses-là. Qu'il y a la question effectivement de la visibilisation, mais qu'il y a aussi a priori effectivement la présentation d'un fond d'une pratique, quoi. Clairement, et je pense que aujourd'hui, on est le 8 mars et on travaille en collaboration avec le compte Women in Architecture belge, qui a pour objectif justement aussi de mettre en lumière pendant un an les pratiques d'architectes femmes belges. C'est intéressant ce que tu rappelles de dire qu'il y a effectivement plusieurs manières de le faire, on a plusieurs leviers, que ça passe par les expositions, l'édition. Rappeler aussi que la pratique de l'architecture, c'est pas seulement être bâtisseuse ou bâtisseur, ça englobe vraiment toute une série de professions et de disciplines. Et justement, là, peut-être, vu qu'on parle de discipline, je vais un peu sauter mon ordre de questions, mais te demander si aujourd'hui, quand on parle justement de mettre en lumière une architecte, est-ce qu'il y en aurait une plus particulièrement qui se retrouve comme toi à la croisée de différentes disciplines et qui t'a inspiré dans ta pratique? Ouais, bah, il y en a une, effectivement, c'est Lina Bobardi. Alors, moi, j'ai rencontré Lina Bobardi quand j'étais étudiante, donc ça commence à faire quelques années. À l'époque, c'était assez confidentiel, hein, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en parlaient. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que je me suis prise affection, je crois, pour le personnage, aussi pour la production, surtout en fait. Je me souviens qu'à l'époque, c'était pas tellement la question que ce soit une femme qui m'intéressait, mais c'était effectivement une architecte italienne qui avait une pratique au Brésil. Donc, il y avait comme ça c'est des milieux culturels, en fait, ou en tout cas géographiques comme ça, qui étaient assez intéressants à observer. Enfin, c'est des questions de déracinement, d'intégration, d'embrasser en fait une culture qui est différente de la sienne. Et elle a eu une pratique à la fois éditoriale, puisqu'elle a beaucoup écrit, elle a enseigné, elle a aussi fait beaucoup d'expos, elle était très polyvalente, elle a à la fois fait des grands bâtiments, des très petites choses, du design. Et c'est vrai que c'est quelque chose que peut-être, enfin nous, en tout cas au sein Nord, on fait. Enfin, moi, j'ai clairement une pratique et une approche comme ça qui est un petit peu hybride. Hein. Je suis il y a Nord, effectivement, je suis enseignante. J'ai un collectif qui s'appelle Orthodoxe et on s'intéressait vachement à valoriser l'architecture comme une compétence culturelle, donc à travers des formats effectivement plutôt d'exposition et de projets éditoriaux autour de l'histoire, la théorie et la critique de l'architecture. Et donc oui, c'est un personnage qui a été inspirant. C'est vrai que c'est assez. Alors, elle a eu une fortune critique de plus en plus importante aujourd'hui. Enfin, je crois on compte au moins une expo par an, ou même pas. Enfin, disons qu'elle est, je trouve, beaucoup plus visibilisée. Il
faudrait se poser la question si ça tient au fait que justement c'est parce que c'est une femme ou parce que justement c'est plutôt la question du fait qu'elle exerce au Brésil. Donc moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça, hein, qui est une architecture peut-être qui est un peu plus méconnue, en tout cas de nos, enfin, en tout cas dans notre civilisation occidentale européenne très normalisée. Et à la fois en présentant son travail à des étudiants justement il n'y a pas longtemps, je me suis davantage plongée même dans des écrits critiques. C'est un personnage ambigu aussi, hein, ambivalent, notamment sur la question du fait que ce soit une femme. Elle a travaillé principalement qu'avec des hommes. Elle a dû forcément, à une époque, donc j'ai pas précisé, mais donc c'est une architecte effectivement qui a commencé à travailler fin des années 50, début des années 60 au Brésil, jusque dans les années 80. Et donc oui, elle a dû user des codes peut-être qui existait alors là-bas pour se faire une place. Mais je me souviens d'une interview où effectivement, elle voulait absolument pas mettre en avant ce caractère. Elle ne voulait pas dire qu'elle était une femme. Enfin, c'est quelque chose qu'elle voulait un peu nier et faire oublier en tout cas. C'était pas ça qui est important. Par rapport à Lina Bobardi, c'est intéressant parce que Gabriela D'Adiego, qu'on interviewait juste avant, l'a aussi citée comme référence. Donc, on voit que c'est quand même vraiment une pionnière et une grande influenceuse de l'architecture. Ça me fait aussi penser à la publication de Jane Hall qui s'appelle « Je ne suis pas une femme architecte, je suis architecte », où il y a aussi toujours cette ambiguïté, cette ambivalence sur cette identité de femme. Aujourd'hui, à la fois, on voit bien qu'il y a un effort, en tout cas en termes de médiation, de programmation. Je pense qu'il y a un effort à faire et en même temps, une idée aussi de dire, nous, notre objectif, c'est un moment, on soit là pas en tant que femme, mais vraiment en tant que praticienne. On a la chance aussi d'avoir un métier architecte qui est épicène, donc qui n'est ni masculin ni féminin. Moi, je trouve que ça en dit long aussi sur notre profession. Mais donc, oui, Lina Bobardi, clairement, grosse référence que j'invite à aller découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Si je peux rebondir aussi à ce moment-là et de nouveau refaire un focus là sur votre contribution à Namur, il y avait une phrase qui m'avait particulièrement plu dans votre démarche qui était « Les 4 murs de la pièce proposant de faire acte de projection sur l'histoire et les traces d'une occupation intérieure et sur le potentiel paysage à imaginer, celui qui se trouve de l'autre côté de la fenêtre ». Alors, peut-être pour expliquer, vous avez fait des interventions, enfin des propositions d'intervention de vidéos avec des paysages animés qui sont vraiment très oniriques, très poétiques. C'est vraiment une installation que je vous recommande, enfin, comme toutes celles à Namur. Est-ce que tu aurais un commentaire justement sur cet idéal domestique qui a traversé la production de la modernité? Ouais, ben, d'autant plus que ça a aussi été clairement aussi l'angle d'approche en fait de notre résidence à Namur, hein. Donc nous, la proposition qu'on a fait pour Vue Sûre, elle s'est prolongée dans une résidence au Centre culturel de Namur, aux abattoirs de Baumel, et il y avait une demande assez ouverte, hein. C'était de continuer notre proposition tout en y intégrant le territoire namurois. Et nous, on s'est intéressé du coup, à une villa moderniste, hein, qui est la maison personnelle de l'architecte namurois Roger Bastin, et qui est assez fascinante parce qu'en l'occurrence là, elle est vraiment entre guillemets encore dans son jus, avec du mobilier et une façon de l'habiter qui est assez similaire à en tout cas le moment où l'architecte en fait l'a dessinée et construite pour sa famille. Donc c'est effectivement très intéressant de voir en fait comment la maison, je pense, et la domesticité étaient effectivement quelque chose qui traversait les préoccupations de ces architectes modernes. Quand on voit la maison Bastin, là où elle est située, donc sur un coteau de la citadelle, donc en fait dans un environnement, un quartier assez bourgeois, il y a beaucoup d'autres maisons qui ont été construites à la même époque et qui en fait ont des proportions, des façons d'habiter et des façons de s'implanter par rapport à l'espace public, par rapport au paysage, très classiques en fait, hein. Et là, bon, c'est un terrain très, très particulier, il y a un rapport au paysage évident, rapport à la lumière, etc. Et je pense effectivement aussi une façon d'habiter les lieux donc de l'intérieur, de dessiner l'intérieur aussi avec des nouvelles préoccupations effectivement de fluidité, de rapport à la lumière et à la vue qui sont tout à fait différentes. Et en fait, je pense qu'on ne mesure pas assez à quel point justement le mot moderne est à propos dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il y a une véritable rupture avec la tradition d'habiter jusqu'alors, quand bien même c'est une architecture plutôt très simple, plutôt modeste, finalement, qui joue beaucoup avec son terrain. Et donc, en l'occurrence, là, c'est une maison qui a réutilisé les pierres du terrain pour la construire. Donc, elle s'intègre très, très bien dans le paysage. Il n'y a pas
de volonté d'être en rupture par rapport à un contexte naturel, mais bien par rapport peut-être à un contexte culturel sur la notion d'habiter. Et je pense qu'effectivement, que ce soit en Belgique, en Europe et dans le monde, je pense que l'habiter a été une préoccupation hyper présente dans l'épopée moderne, je pense. Ouais. Je pense que aussi, par rapport justement au récit de l'architecture moderne en Belgique, hein, on connaît les grands noms des pionniers, Roger Bastin entre autres, Jacques Dupuy, d'autres figures commencent à émerger. Moi, je pense évidemment à Simone Guilly-Senoa. On en discutait aussi par rapport à la Maison de la Culture à Tournai. C'est Ouais. aussi un héritage fondateur et pionnier qu'on ne connaît pas encore assez malheureusement, mais qui, je pense, bientôt sera aussi sous les projecteurs et en vitrine, j'espère. Peut-être pour conclure cette rencontre, ma dernière question ici, c'était par rapport à ces liens entre politique, modernisme, comme tu le disais, c'est vraiment une révolution de l'intérieur, qu'il soit pour les femmes, mais pour les personnes en général. Toi, tu as entre autres fait des recherches par rapport à l'enseignement et à la politique en architecture. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois une évolution en termes d'inclusion en général, en termes justement de récit? Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ces thématiques? Oui, enfin, donc c'est ça. Moi, donc je suis chercheuse et donc je suis en train de préparer une thèse à l'UCI Louvain. Et donc effectivement, mon sujet de thèse essaye de s'intéresser, vu le contexte assez très particulier belge sur la question de l'enseignement, hein, vu que la liberté d'enseignement, c'est une liberté qui est inscrite dans la Constitution belge. C'est très très particulier, en tout cas par rapport à nos voisins, par exemple, tout proches. En fait, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, l'architecture, c'est organisé plutôt en réseau, assez autonome par rapport à un seul pouvoir politique. Je crois que ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'en fait, il y avait sans doute plusieurs projets politiques qui appartenaient en fait à pas forcément du coup au corps élu, mais en tout cas avec des gens qui avaient du pouvoir et qui en fait étaient afférents à du coup plusieurs projets, on va dire, pédagogiques liés à la discipline architecturale. Je pense que la grosse différence par rapport à la période que j'étudie, qui est en l'occurrence fin des années 60 jusqu'au début des années 90, je m'arrête aux années 90 justement parce que dans les années 90 commence le processus de Bologne et donc la normalisation aussi des parcours universitaires. Hein, donc toutes les écoles d'architecture ont été rassemblées au sein de l'université. Et ça, effectivement, je pense que c'est une évolution importante qui a tendance effectivement à rassembler. Est-ce qu'il faut dire normaliser? Je ne sais pas, mais en tout cas, à sans doute permettre moins de différences en tout cas et rassembler sous des gros chapeaux en fait des tendances et des mouvements qui étaient en tout cas à cette époque-là beaucoup plus distincts et libres en fait dans la façon de mener un enseignement. Aujourd'hui, on doit répondre à des oui, et puis aussi à une façon dont l'enseignement au milieu universitaire maintenant est tenu par cette course à la recherche, à la publication, les classements des universités récurrents se basent sur des critères qui sont assez inintelligibles hein, pour nous architectes, parce qu'on ne comprend pas très bien en fait ce qui fait la valeur en fait d'un enseignement quand il est trop justement peut-être axé sur la recherche. Mais donc oui, je pense que et donc c'est toujours lié à un projet politique. Et s'il fallait noter une grosse différence entre à l'époque et maintenant, ce serait ça, c'est que là, on est plus sur une espèce d'éparpillement, enfin, on est plus sur des choses un peu éparpillées qui sont plus ou moins autonomes. On est dans des grosses structures avec tous les codes aussi de l'institution, parce que l'université, c'est une institution aussi qui vont avec. Quoi. Ouais. Alors ça, si je peux aussi faire un rappel, c'est de dire, moi je pense aussi que l'éducation, la pédagogie, ce sont des leviers énormes hein, pour justement participer à plus d'inclusion, plus de représentativité et que travailler sur ces leviers-là, c'est important aussi de questionner les politiques qui posent un cadre ou non. Donc voilà, on se réjouit aussi de lire ton travail par rapport à ça. Merci beaucoup Pauline pour cet entretien et, et à très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir.